Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on entame une série de 2 vidéos sur la puissance en régime sinusoïdal forcé. Il y a 3 formules à connaître qui donnent la puissance moyenne consommée dans un dipôle en régime sinusoïdal forcé. Dans la première vidéo, on va démontrer ces 3 formules. Très souvent, les étudiants en connaissent une. U efficace, I efficace, cos phi. Cos phi, ce qu'on appelle le facteur de puissance. Mais ça n'est pas toujours la formule la plus intéressante à utiliser et on va en voir 2 autres. Ça va nous permettre aussi d'étudier, encore d'utiliser ce qu'on appelle un diagramme de Fresnel et de comprendre en profondeur la notation complexe et les pièges de la puissance par rapport à la notation complexe. Et dans la deuxième vidéo, on va voir donc comment utiliser ces formules et comment choisir parmi ces 3 formules à notre disposition pour exprimer la puissance moyenne, laquelle choisir. Et on va voir qu'on ne va pas utiliser la formule la plus courante, U efficace, I efficace, cos phi. Donc c'est parti, on a une impédance parcourue par une intensité. Donc j'ai d'abord redéfini les notations réelles, I de t égale Im cos oméga t. À ces bornes, une tension sinusoïdale UM cos oméga t plus phi. Évidemment, quand on a cette situation, on passe directement en notation complexe. On associe l'amplitude complexe I bar égale Im exponentielle J0, puisque c'est l'origine des phases. Il n'y a pas de déphasage pour I. Et U égale UM exponentielle J phi. Donc phi a en fait plusieurs significations. C'est le déphasage de la tension par rapport au courant, évidemment. Mais c'est aussi l'argument de Z, puisqu'on sait que U égale à ZI, et que donc le déphasage de U, l'argument de U bar, c'est l'argument de Z plus l'argument de I, et que l'argument de I est nul. Donc on voit que phi a cette double signification, argument de Z et déphasage de U par rapport à I dans l'impédance Z. On représente cette impédance dans le plan complexe, avec sa partie réelle, sa partie imaginaire. Donc sa partie réelle, ça s'appelle la résistance, mais dans le cas général où on a une association, cette résistance peut être une fonction de oméga, ce n'est pas forcément une simple résistance. Et X, qu'on appelle la réactance, qui elle aussi peut être une fonction de oméga. Donc si on la représente dans ce qu'on appelle un diagramme de Fresnel, c'est-à-dire le plan complexe, partie réelle, partie imaginaire, donc on représente partie réelle et partie imaginaire, donc un peu comme un vecteur, donc ce point d'affixe Z de coordonnées R et X dans le plan complexe, et donc on visualise phi l'argument de Z. On va voir que ce type de diagramme très simple, ce qu'on appelle un diagramme de Fresnel, est très utile pour après manipuler les différentes formules. On va le faire aussi avec l'admittance. Alors, quel est le problème qu'on se pose? Eh bien, on peut définir ce qu'on appelle la puissance instantanée, donc qui est le produit U de t, I de t avec des grandeurs réelles. Donc, ça va faire Im cosinus oméga t multiplié par UM cosinus oméga t plus phi. Et on va transformer ce produit en une somme. Donc, cos p cos q, c'est 1/2 de cos p plus q plus cosinus p moins q. Donc on va récupérer cosinus de 2 oméga t plus phi, cosinus de phi. Cosinus est pair. Et on s'aperçoit donc là, on a un terme qui oscille à la pulsation 2 oméga. Donc il y a une période t sur 2, si on appelle t la période du courant et la période de la tension. Et là, on a une constante. On ne va pas s'intéresser aux variations instantanées de la puissance dans l'impédance, mais on va s'intéresser à sa puissance moyenne dans le temps. Donc sa puissance moyenne dans le temps, ça fait référence à cette constante ici. Donc on peut la définir de façon générale comme toute valeur moyenne, 1 sur t intégrale sur un intervalle d'une période de U de t, I de t dt. Et donc c'est ce qu'on note très souvent avec des crochets, la valeur moyenne de P de t. Cette valeur moyenne, bien évidemment, ça ne sert à rien de faire un gros calcul. Ce cosinus est à valeur moyenne nulle puisqu'il oscille autour de 0. Et donc il va nous rester uniquement le terme constant. La valeur moyenne d'une constante, c'est une constante. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas oublier de diviser par t ici. Et donc ça fait UM
im sur 2 cosinus phi, ce qu'on écrit aussi très souvent, donc u efficace, i efficace, cosinus phi, avec u efficace est égal à u max divisé par racine de 2, i efficace est égal à i maximum divisé par racine de 2, donc qui sont ce qu'on appelle les grandeurs efficaces pour des tensions sinusoïdales à valeur moyenne nulle. Je te rappelle d'ailleurs que la définition générale d'une grandeur efficace n'est pas l'amplitude divisée par racine de 2, mais c'est la racine carrée de la valeur moyenne du carré, ce que les anglo-saxons appellent root mean square, donc racine carrée de la moyenne du carré, root mean square. Et dans le cas d'une sinusoïde à valeur moyenne nulle, ça fait um sur racine de 2 parce que la valeur moyenne du cos carré vaut 1,5. Alors, on se retrouve avec cette première formule intéressante. Cos phi joue un rôle très important, c'est ce qu'on appelle le facteur de puissance. Oui, je me demande d'ailleurs si je ne vais pas faire une troisième vidéo pour montrer l'influence de ce facteur de puissance sur le transport de l'électricité et comment on peut remonter un facteur de puissance. Éventuellement, je ferai ça aussi. Alors, moi, ce qui me préoccupe ici, c'est de t'exprimer de deux autres façons cette puissance moyenne. On va montrer que cette puissance moyenne peut également s'écrire partie réelle de z, i efficace carré, c'est-à-dire r, i efficace carré, puisqu'on a appelé r la partie réelle de z. Et une autre formule qui va être partie réelle de y, u efficace carré. Alors attention, dans le cas général, y, donc c'est l'admittance, c'est l'inverse de l'impédance. Et dans le cas général, la partie réelle de y n'est pas 1 sur r, bien sûr. Parce que, voilà, il faut tenir compte du fait qu'il y a une partie imaginaire non nulle. Donc surtout, n'écris pas u efficace carré sur r. Ça, c'est vrai uniquement si la partie imaginaire de l'impédance est nulle, c'est-à-dire qu'on a affaire à une simple résistance. Donc, on va démontrer ces deux autres formules qui peuvent être très utiles parce que, par exemple, celle-là nous dispense de calculer u efficace, de calculer cos phi. Donc, si on connaît l'impédance, il suffit de prendre sa partie réelle et qu'on connaît le courant. Voilà, donc c'est très utile. Et l'autre aussi peut être utile plutôt pour des associations parallèles. On verra ça dans la vidéo suivante. Donc, pour démontrer ces deux formules alternatives pour la puissance moyenne, on va se servir d'un diagramme de Fresnel, ici, avec Z égale R plus JX. On voit tout de suite que cosinus phi, que l'on va chercher à éliminer au profit de I efficace, on va voir ça. Cosinus phi, c'est donc partie réelle sur module de Z, c'est-à-dire racine carrée de R carré plus X carré. On peut le noter donc R sur module de Z. Et on a également la relation, bien sûr, U sur I est égal à Z. Alors, si on la prend en module, on va se retrouver avec U max sur I max. Et si on divise en haut et en bas par racine de 2, on va avoir U efficace sur I efficace. Donc, on a presque démontré la formule. Donc, si on part de U efficace, I efficace, cos phi, on va remplacer U efficace par module de Z, I efficace. On va garder I efficace, donc ça fera I efficace carré. Et cos phi, c'est R sur module de Z. Donc les modules de Z se simplifient. Et on a démontré notre formule. On va faire exactement la même chose avec Y. Alors, comment représenter Y dans le plan complexe? Si phi, c'est l'argument de Z, l'argument de Y, c'est moins phi. Parce que tu sais que l'argument de 1 sur Z, c'est moins l'argument de Z. Et, donc là, on a représenté Y qui a une partie réelle, G, qu'on appelle la conductance, et une partie imaginaire, qu'on va appeler W, alors qu'on appelle la susceptance. Voilà, bon, ça, c'est pas très, très important. Mais voilà le diagramme de Fresnel avec Y, donc partie réelle, partie imaginaire. Et, eh bien, on peut également donc faire un peu la même chose que ce qu'on a fait là. C'est-à-dire qu'on a Y, cette fois-ci, qui vaut I sur U. Et donc, pour les mêmes raisons, qui vaut aussi I efficace sur U efficace. Donc là, plutôt que de remplacer U en fonction de I, on va remplacer I en fonction de U.
Et puis, on peut aussi travailler dans ce triangle rectangle qui définit l'admittance. Et cosinus de phi, en fait, cosinus de moins phi, donc ça va faire G, la conductance, côté adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire module de Y, racine carrée de G carré plus W carré. On n'est pas obligé de l'écrire. On va pouvoir très simplement, cette fois-ci, éliminer I. Donc on va garder U efficace. I efficace, on va dire que c'est module de Y multiplié par U efficace. Et cosinus phi, cette fois-ci, on l'exprime donc partie réelle de Y, c'est-à-dire G, sur module de Y. Et donc les modules de Y se simplifient comme tout à l'heure, les modules de Z se simplifiaient. Et on a démontré notre formule G U efficace carré, partie réelle de Y, U efficace carré. Et donc on a nos trois formules, U efficace, I efficace, cos phi, R I efficace carré, G U efficace carré. Trois formules qui sont toutes les deux équivalentes et qui, quand on va vouloir calculer la puissance moyenne consommée dans un dipôle, eh bien on va choisir entre ces trois formules. Et crois-moi, voilà, très souvent, l'une est beaucoup plus simple que les deux autres dans tel ou tel contexte, suivant ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà calculé aux bornes de l'impédance considérée. Dernière petite remarque concerne l'usage de la notation complexe pour le calcul de la puissance. Attention, il y a surtout un truc à ne pas faire. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est considérer que la puissance moyenne serait la partie réelle de U par I. Alors ça, c'est très faux. On ne peut pas utiliser la notation complexe directement quand on a des produits, parce qu'un produit est une opération non linéaire. Par contre, on peut montrer que la puissance moyenne, c'est 1/2 de partie réelle de I, U complexe conjugué. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est vérifier cette formule. 1/2 de partie réelle de I, donc UM, exponentielle moins J phi. Et donc ce qui va bien nous donner 1/2 de IM, cosinus phi. Donc on retrouve U efficace, I efficace, cosinus phi. Voilà, donc cette dernière formule, elle n'est pas vraiment au programme, en tout cas des PC, des MP, je ne pense pas non plus. C'est quand même un usage assez courant de la notation complexe. Donc voilà, c'est une simple vérification. Donc dans la prochaine vidéo, on va surtout apprendre à utiliser correctement l'une des trois formules à choisir. Et on va parler de l'adaptation d'impédance en puissance, comment transférer un maximum de puissance à une impédance d'utilisation. À bientôt.